chiffres, qu'on ait en tête ce que représente aujourd'hui Airbnb. Oui, ça marche, vous Oui, oui, m'entendez? ça marche. Bonjour à tous, merci Serge de l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc moi je m'appelle Florent Sibéras, je suis donc directeur de l'offre d'Airbnb en France. Je suis là notamment pour remplacer Alexis Dussiol, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà rencontré, qui est responsable des Alpes et du ski en général. Donc moi j'ai un rôle plus au niveau France, je m'intéresse entre autres au ski, mais je suis beaucoup moins spécialiste d'Alexis, donc je suis aussi là pour apprendre et je suis ravi d'apprendre un peu à vos côtés. Je commence souvent un peu ces interventions par poser quelques petites questions. Je veux savoir, ici dans la salle, qui connaît Airbnb? Ok. Qui a déjà utilisé Airbnb pour voyager? Ok, super. Et qui a déjà accueilli des gens chez soi via Airbnb? Ah, là, il y en a beaucoup moins. Ok. Il y a encore un peu de boulot. C'est bien, il y a du C'est bien, c'est potentiel, bien. hein. Je reste employé encore un petit bout de temps. Donc Airbnb, bon, vous connaissez tous, mais rapidement, qu'est-ce que c'est? On est un site internet, on est une plateforme, d'accord, de logement à la base entre particuliers. On est présent dans 191 pays dans le monde, dont la France. Les chiffres aujourd'hui, Airbnb, c'est 3 millions de logements dans le monde. On a eu plus de 100 millions de voyageurs depuis notre création, donc en 2008. On a été fondé donc à San Francisco par Brian Chesky, Joe Gebbia et Neil Blecharzik. Donc on a aussi une histoire à raconter là-dessus. En fait, nos fondateurs ont commencé par mettre leur logement en location quand ils ont vu que leur loyer avait augmenté de 20%. Donc ils ont commencé à mettre un matelas gonflable dans le salon, un airbed, et ils se sont dit si on offrait aussi le petit déjeuner. Donc ils ont créé le Airbed and Breakfast, qui est devenu donc Airbnb. C'est un peu l'histoire qu'on raconte souvent, mais c'est vrai. Et ils se sont dit, mais si on crée une entreprise à partir de ça, donc ça naît vraiment d'un besoin qui était d'aider à payer leur loyer. Et puis ils ont développé une entreprise qui aujourd'hui est bien plus grande que ça. Donc on a 3 millions de logements dans le monde, 100 millions de voyageurs. En France, on est à plus de 350 000 logements aujourd'hui, dont 20% à Paris, mais 80% en dehors de Paris, et 10 millions de voyageurs. Donc la France, c'est le deuxième pays pour Airbnb après les États-Unis, sachant que Paris est le premier marché dans le monde. Et spécifiquement les Alpes, ça représente aujourd'hui, enfin le ski en général, on va dire, ça représente 15 000 logements. Il y a 3 ans, je pense qu'on était autour de 2-3 000. En février, on était autour de 10 000. Donc c'est un domaine qu'on investit Donc, beaucoup. tendance lourde. Donc, on l'a bien compris. Rodolphe avait cité 40 milliards de capitalisation. Donc, 30, Airbnb 30. 30. C'est, oui, ouais, on n'est pas à 10 milliards près hein, quand on en est là. On est vraiment en train de parler de quelque chose de très fort. La tendance est lourde, on l'a dit. Et puis, pour compléter ce qu'a dit Rodolphe, et ça va nous aider, question toute simple, pourquoi ça marche? Alors, pourquoi est-ce que Airbnb ça marche? Bon, c'est pas de formule secrète, hein. Il y a forcément une part de hasard et de chance, mais je pense qu'il y a quand même quelques facteurs structurants, et je vais en citer 3. Je pense que le premier facteur, c'est la simplicité. En fait, comme l'a dit Rodolphe, les consommateurs veulent des choses simples, de plus en plus. Euh, donc la simplicité chez Airbnb, il y a deux volets, on va dire. Le volet voyageur et le volet Loueur, hébergeur, si vous ouais. voulez. Il faut toujours un peu, comme on est une plateforme, il faut toujours un peu voir les deux côtés. Du côté voyageur, il y a le côté sécurisation, si vous voulez. Quand vous réservez sur Airbnb, Airbnb prend le paiement. Donc si vous voyagez, mettons, dans 3 mois, vous allez nous donner l'argent maintenant, on va le garder et on va le reverser 24 heures après votre arrivée dans le logement. Ce qui s'assure qu'il n'y a pas de fausses annonces sur Airbnb. En fait, il n'y a pas de fraude, c'est une plateforme sûre. Si Et vous voulez. on fait qu'une démarche. On n'a qu'un interlocuteur pratiquement. Exactement. On réserve directement auprès du particulier ou du professionnel. On a maintenant aussi des professionnels, on pourra en parler un peu plus longuement si vous voulez. Donc voilà, ça c'est le côté un peu plateforme sûre et simple dans le sens où on développe beaucoup plus, et ça c'est une tendance aussi assez forte, la fonctionnalité d'Instant Book. Aujourd'hui, de plus en plus, vous pouvez réserver des logements en cliquant directement, en un clic. Vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre le retour de l'hébergeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, une tendance lourde qu'on voit chez Uber, chez Amazon. Vous voyez, cette tendance, les consommateurs veulent de plus en plus quelque chose de simple et de rapide. Donc ça, c'est côté voyageur. Et du côté hôte, tout simplement, c'est très simple de mettre son logement. C'est gratuit.
Donc la façon dont on fonctionne, nous, c'est qu'on prend une commission. Donc si jamais vous avez une réservation, nous, on va prendre des frais de service. Et du coup, c'est assez simple pour le voyageur, pour On pour paye, on l'hébergeur. ne paye que si on fonctionne. Exactement. Donc en fait, n'importe qui peut se mettre pour les 90% de la salle qui n'ont pas encore mis leur logement sur Airbnb. Vous pouvez le faire gratuitement, ça prend un quart d'heure. Si vous avez, il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, mais je pense qu'il n'y aura pas de réservation chez moi, c'est pas adapté. Ouais, si vous n'en avez pas, de toute manière, vous avez perdu un quart d'heure. Et puis si vous en avez, vous ne payez que des frais de service qui sont de 3% sur la réservation. Donc ça, c'est le côté un peu simplicité d'utilisation, je pense, qui marche beaucoup. Le deuxième facteur, je pense que c'est au niveau de la qualité. Il y a une vraie emphase qui est mise sur Airbnb sur la qualité des logements. Et ça vient en fait de notre système de réservation et de commentaires. En fait, le fait qu'on ait le paiement qui passe en ligne fait qu'on peut mettre en place un système de commentaires qui est lié aux personnes qui ont réservé. C'est-à-dire que sur d'autres sites, tout le monde peut commander un peu n'importe quoi. Chez nous, non. La personne qui va laisser un commentaire sur votre logement. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est L'idée du commentaire, ça fait monter les bons, ça fait baisser les mauvais. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont... Commentaire égale qualité, en fait. Enfin, pardon, qualité égale demande. C'est-à-dire, si vous avez des bons commentaires, vous allez remonter notre algorithme, vous allez être en haut du classement et vous allez avoir plus de demandes. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, une vraie emphase sur la qualité, sur l'accueil, l'hospitalité, le fait... Moi-même, en ce moment, là, j'habite à Paris, j'ai mis mon logement sur Airbnb, j'ai laissé une petite bouteille de vin. Après, je vais à Marseille, enfin, je suis absent 3 jours. Cette emphase, en fait... Et à Marseille, vous allez je vais dans, Airbnb à Marseille, je dors chez des amis, mais après, je vais dans le Var et je dors dans un Airbnb. D'accord. Mais on ne dort que dans des Airbnb, chez Airbnb, on n'a pas le choix. Si on n'en trouve pas, c'est qu'on fait mal notre boulot. Donc voilà, en fait, il y a une vraie emphase sur ce côté qualité. Et donc on a développé par exemple un système de qualité pour les meilleurs hôtes qu'on appelle les super hôtes. Et les super hôtes aujourd'hui qui font partie en France de nos top 5% d'hôtes en termes de commentaires obtiennent jusqu'à 2 fois plus de réservations que le reste des hôtes, si vous voulez. Donc en fait, ce côté qualité et le fait de mettre en haut de l'algorithme les meilleurs est un cercle vertueux qui pousse tout le monde à donner son meilleur au niveau du logement, mais aussi au niveau de l'accueil particulier pour les voyageurs. Donc simplicité, qualité. Et le dernier critère, c'est, je pense, le côté international, le côté plateforme internationale. C'est vrai qu'on s'est répandu très rapidement dans le monde. Aujourd'hui, on est présent dans 191 pays, c'est-à-dire quasiment tous les pays. Alors, on n'est pas présent en Corée du Nord encore et en Syrie, hein, c'est pas les meilleurs endroits pour l'instant. Mais sinon, vous pouvez trouver vraiment des logements partout, dans tous les pays. Et on a aussi des bureaux dans 22 pays dans le monde. Et en fait, on va faire des investissements marketing dans tous les pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on investit par exemple beaucoup en Chine, on investit beaucoup en Inde, dans ces nouveaux marchés émergents, et qu'on va avoir des voyageurs qui vont arriver de partout. Moi, chez moi, j'ai accueilli une trentaine de personnes. Je pense que j'ai accueilli 20 nationalités différentes, si vous voulez. Et cette force, pour l'hébergeur, à la fois qui va avoir, et on peut en parler plus en longueur, des périodes de réservation qui sont un peu plus élargies, un peu sur les épaules de saison, mais aussi pour les voyageurs. C'est-à-dire que pour le voyageur, moi je suis un client Airbnb, je ne suis pas obligé d'aller sur le site X quand je vais en Argentine, le site Y quand je vais au Pérou et le site Z quand je vais en Inde. Non. Sur Airbnb, vous pouvez trouver et c'est la même plateforme. Voilà. Donc ça, c'est les facteurs clés du succès. Mais peut-être pour prolonger le propos de Rodolphe, votre point de vue à vous sur ce que lui a pu nous dire, entre autres sur la flexibilité, sur le côté instantané et hors norme, c'est-à-dire non normé. Il a dit le modèle, par exemple, du samedi au samedi, avec la nouvelle génération, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est un point de vue qui est partagé par Airbnb ? Tout à fait. En fait, moi, je ne peux que faire écho à ce qu'a dit Rodolphe. Moi, en fait, avant d'être directeur de l'offre chez Airbnb, j'étais dans les données, dans l'analyse de données. J'étais analyste et puis après, je manageais des analystes. Donc, en fait, moi, les data, c'est quelque chose qui me passionne parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Et comme nous, on a les gens qui réservent en ligne par rapport à d'autres acteurs plus traditionnels où ça se passe hors ligne, où on a du mal à tracer, on a beaucoup, beaucoup de données. Et en analysant un peu toutes ces données, moi et puis avec d'autres analystes, on en est arrivé à un concept depuis quelques années de ce que j'appelle la flexi-spontanéité. Alors c'est un peu un néologisme, hein, flexi-sécurité, maintenant la flexi-spontanéité. C'est-à-dire que d'abord, il y a la flexibilité. Donc le samedi au samedi, nous, c'est quelque chose qu'on voit qui est en perte de vitesse très très forte, notamment sur les nouveaux consommateurs.
les gens, enfin, moi je suis un des représentants de cette génération, hein, je vais le dire très clairement. Ça ne m'intéresse pas de partir et de rester dans les bouchons tout le samedi, de faire la queue à mon agence et de ne pas pouvoir skier le samedi. Je trouve ça, samedi, c'est la bonne journée, enfin, tout le monde le sait, pour skier. Et je vais aller vers ces hébergeurs qui me permettent d'arriver le vendredi, le mercredi si j'ai envie de poser 2 jours, et que j'ai envie de faire du work from home. Il y a encore plus de travail à la maison qui se développe dans ces nouvelles entreprises. Moi, je dirais 70% de mes amis travaillent dans des startups. Ils peuvent travailler chez eux un peu quand ils veulent. S'ils veulent travailler vendredi un peu à la maison et après pouvoir aller skier le samedi, ils peuvent le faire. Donc, si vous voulez, il y a tout un univers aussi professionnel qui se développe et qui se flexibilise et qui fait que du coup, sur le côté loisir, on va aussi avoir des usages qui sont vraiment différents. Donc, le samedi au samedi, nous, c'est quelque chose qu'on voit qui est en perte de vitesse. Et ce qui va avec ça, c'est le raccourcissement des séjours. Nous, notre durée moyenne de séjour, elle est de 4 à 5 jours. Hein, ça dépend un peu des endroits, mais c'est quelque chose, enfin, elle est pas de 7 jours. Les gens veulent de plus en plus faire des petits sauts. S'ils voient qu'il y a de la bonne neige, s'ils voient qu'il fait beau, ils vont réserver. Et ils vont réserver de plus en plus, c'est le côté un peu spontanéité, à la dernière minute. Alors ça, j'imagine que vous le voyez aussi un peu dans vos données. Donc la flexi-spontanéité, c'est ça. L'aspect spontanéité, c'est je me décide le matin pour l'après-midi. Plus court, moins du samedi au samedi, et honnêtement, à la dernière minute. Nous, notre durée moyenne de temps de réservation, elle est de 30 jours. Dans l'industrie, on est plus sur du 60 à 90 jours. Donc, en fait, je pense vraiment qu'il y a une tendance assez lourde vers ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les acteurs et vous, voilà, vous faites partie, qui vont arriver à percevoir cette nouvelle part de gâteau, de marché qui arrive, c'est ceux qui vont arriver à s'adapter le plus rapidement. Alors, il y a des contraintes très fortes, logistiques. C'est pas facile de louer une nuit quand on est une agence, par exemple. Parce qu'il y a un écosystème qui dépend, mais je pense que c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui doivent se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à cette nouvelle demande qui évolue très très vite et qui est en fait très exigeante. Et la demande, elle existe, elle est là, et vous le savez, elle est très forte puisque vous l'analysez. Et du coup, comment est-ce que vous anticipez, parce que vous êtes même déjà un ancien acteur, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, et comment est-ce qu'au niveau d'Airbnb, on se projette dans l'avenir? C'est quoi les réflexions sur encore ce qui va se passer dans les mois et les années à venir? Alors, nous, comment est-ce qu'on essaie, déjà, on essaie d'être très data-driven, donc on va analyser, comme je vous dis, les données sur notre site très régulièrement pour voir les évolutions et essayer d'anticiper ce que les gens veulent. Donc, je vais donner un exemple très simple, hein, enfin, c'est dans les dernières années. Airbnb, au départ, c'était on va à New York, on va à Prague, on va à Berlin, on va à Moscou, on va dans les villes. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Moi, quand j'étais à l'époque analyste, les gens faisaient des recherches vers les Alpes, faisaient des recherches vers le littoral. Donc, on s'est dit, on va aller développer cette offre. En fait, les gens veulent un usage, un endroit pour réserver un peu partout. Ils ne veulent pas utiliser 10 000 sites différents. Donc, nous, on regarde un peu les données. On essaye aussi d'avoir des jeunes aussi dans l'entreprise. Moi, je peux faire partie des vieux parfois. On a des gens qui sont de plus en plus jeunes. Et c'est vrai qu'avoir des jeunes dans l'entreprise, c'est souvent des sources d'inspiration. Il faut leur parler, regarder comment est-ce qu'ils consomment. Et c'est une bonne façon de comprendre ce qui se passe, en fait, puisque c'est eux qui sont en train d'écrire l'histoire. Et les pistes de réflexion, nous aujourd'hui, on est vraiment à notre mission. En anglais, on dit belong anywhere, donc ça veut dire se sentir un peu chez soi partout. Donc en fait, notre mission première, c'est de couvrir tout le territoire en hébergement. Donc aujourd'hui, on est présent dans les Alpes, on n'est pas encore aussi présent qu'on aimerait l'être, donc c'est de continuer à se développer, à travailler avec les stations, avec les différents partenaires pour vraiment permettre aux personnes qui réservaient avant à Paris de réserver dans les Alpes. Et puis après, demain, c'est des réflexions qu'on commence à peine, qui sont très early stage, comme on dit en anglais. Mais c'est vrai que le fond de tout ça, je vais revenir à la simplicité, c'est que les nouveaux consommateurs veulent quelque chose de simple. Aujourd'hui, pour réserver, en moyenne, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'une personne regarde environ 30 sites. Entre le site où il va réserver, le commentaire sur le guide du routard, le forum du guide du routard, qui n'est jamais allé sur le forum du guide du routard, Google Maps pour regarder la distance de la station du logement aux pistes. En fait, on va essayer de simplifier un peu cette expérience pour que quelqu'un qui veut réserver sur Airbnb le fasse de façon simple. Et ça passe par exemple par dire, bon bah voilà, ici vous êtes au pied des pistes, ici si vous réservez à Paris, c'est un quartier animé, vous n'avez pas besoin de taper Montorgueil si vous ne savez pas ce que c'est à Paris pour savoir si c'est un quartier animé ou pas. C'est d'aider en fait à cette transformation et d'aider le consommateur à avoir toute l'information dont il a besoin pour consommer, pour voyager et qu'il n'ait pas besoin de se disperser.
Merci Florent. Je pense que nos amis là ont dû trouver vraiment passionnant, parce qu'on a appris vraiment beaucoup de choses. Rodolphe, puis après il faut que je donne quand même la parole aux stations. C'est 43 interactions avant de choisir sa destination finale. Sur le domaine du tourisme, c'est une moyenne qui a été établie par Google. Et ce qui est très important, c'est que ce que je disais, c'est que en fait, ça devient plus malin. C'est-à-dire qu'en gros, il reste un épiphénomène quand même dans la montagne, Airbnb, etc. Mais c'est le côté usage qui est important. C'est-à-dire que ce qu'est en train de développer Airbnb, comme est en train de le développer Uber, c'est que ceux qui vont plus faire ça vont devenir has-been. Et d'ailleurs, à Paris, ceux qui souffrent d'Airbnb, c'est les hôtels de luxe, qui, depuis les attentats, ont beaucoup de mal à reprendre des niveaux de taux de remplissage où le Georges V était rempli à 95%. C'était des palaces qui étaient tout le temps remplis parce qu'en effet, les consommateurs américains, russes, chinois, ils veulent vivre dans un appartement à Paris parce que c'est plus trendy. Et c'est ça le risque. Et c'est ce qu'on appelle le tipping point. C'est le point de rupture qui fait qu'à un moment donné, quand ça va devenir quelque chose de complètement naturel, tout le monde va le faire. Voilà. À Paris, pour ceux qui sont, quand vous êtes à Paris, vous ne le faites pas forcément aujourd'hui. Les taxis, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. Quand vous avez pris un Uber, vous n'avez plus dans un taxi. C'est fini, c'est terminé. Donc là, ils sont en train de ramer pour essayer de reconquérir leurs clients. C'était vraiment passionnant n'importe comment. Bien sûr, on continue à vous laisser la parole à tous les deux. On voulait avoir, avant d'échanger avec la salle, d'échanger avec deux représentants des domaines skiables. On est avec Laurent Chelle et Jean-Yves Remy. Alors, à tous les deux, je pose la question et je pense que tous les deux, vous allez pouvoir me répondre. C'est une tendance lourde. Il faut faire avec, on ne peut pas être contre. C'est un risque, c'est une opportunité, Jean-Yves? Je suis très heureux d'avoir entendu le discours de Rodolphe et de Florent. Et si j'étais pas chef d'entreprise, un peu aventurier, plus très jeune, c'est le vide devant moi quand je vous entends. C'est le vide devant moi et c'est l'anxiété. Très clairement, c'est anxiogène ce discours pour les chefs d'entreprise que nous sommes. Et c'est tout l'intérêt de cette table ronde. Parce qu'effectivement, et quand il y a l'anxiété, il y a forcément des fantasmes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on comprenne bien le mode de fonctionnement et puis aussi ce que ça peut nous apporter. Et c'est vrai que moi, la première question que je voulais poser à Airbnb, c'est mais est-ce que votre démarche va nous amener une offre supplémentaire? Est-ce que votre démarche va nous amener des clients en plus? On peut reprendre, oui, Florent, l'exemple de l'hôtellerie. Est-ce que quand Airbnb a monté, est-ce que l'hôtellerie a baissé? Alors, ouais, c'est vrai qu'on en parlait un tout petit peu plus tôt. Je commencerai pas par dire que la cannibalisation est nulle, d'accord? Voilà, je pense qu'il y a une part de complémentarité. C'est pas de la complémentarité totale, mais il y a une part de complémentarité. Mais c'est une complémentarité qui est assez forte, voire très forte. Et je vais donner deux exemples, un à Paris et un plus dans les Alpes. À Paris, en fait, depuis qu'on est arrivé, mettons en 2011-2012, moi j'ai commencé en 2012. On avait 2 ou 3 000 appartements à Paris. Maintenant, on en a plus de 70 000. Donc, il y a eu une croissance très forte. Quand on regarde les chiffres des taux d'occupation des hôtels à Paris depuis ces années, j'exclus la dernière année avec les attentats, puisqu'en fait, on est tous impactés par les attentats au niveau tourisme. Ça, c'est un autre facteur un peu exogène, mais ça, mis à part, en fait, on observe que les taux d'occupation des hôtels à Paris sont constants à autour de 80% depuis notre arrivée. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que Airbnb, en grande partie, a été complémentaire de cette activité. Quand l'objectif de la France est d'accueillir 100 millions de voyageurs étrangers, nous, on fait partie de cet objectif. La mairie de Paris avait mis un objectif de construire 20 000 chambres d'hôtel à l'horizon 2020 pour accueillir la demande prévue. Il n'y en a que 5 000 qui sont en projet. Donc en fait, on est une solution complémentaire en grande partie. Dans les Alpes, on a fait un sondage sur nos nouveaux hébergeurs, enfin sur les hébergeurs, pardon. 25%, donc un hébergeur sur 4 est quelqu'un qui ne louait pas avant, si vous voulez. Donc en fait, on est sur une thématique partiellement, hein, pas à 100%, de réchauffement de l'IFROI. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui louaient déjà sur d'autres sites et qui vont louer sur nos sites? Évidemment. Mais de par, je pense, la couverture
presse et autres qu'on peut avoir, qui est aussi notre chance, ça nous a permis d'accueillir d'autres Et la personnes. simplification. Et voilà, le côté Et oui, simple d'usage, le effectivement. côté on ne paye pas d'autres concurrents où il faut tout de suite On n'est pas sortir. obligé de s'engager avec une agence. Exactement, s'engager avec une agence ou d'autres concurrents où il faut sortir tout de suite 300 ou 500 euros de format annuel. Non, là, les gens, ils veulent de la flexibilité et ils veulent pas forcément payer tout de suite. Ils veulent que ça soit un peu gagnant-gagnant. Et avec nous, l'avantage, c'est qu'on est sur du gagnant-gagnant et on a une ergonomie et un design qui fait que c'est assez simple aujourd'hui et qu'en un quart d'heure, vous pouvez devenir micro-entrepreneur, si vous voulez. Laurent Schell, même question, risque-opportunité. Quelle est la réflexion que vous menez à la Compagnie des Alpes? Je dirais comme Jean-Yves, d'abord que les propos ont été très pertinents et permettent d'éclairer vraiment les sujets. Je crois et d'éclairer surtout les deux grands enjeux auxquels on est confronté. Alors moi j'aime bien le terme de défi parce qu'on est homme de montagne ici pratiquement pour la plupart, et on aime bien les défis, et on aime bien les challenges. Et je pense qu'il faut le prendre vraiment dans le sens de l'opportunité de réinventer chaque jour notre métier, ce que nous avons fait depuis 50 ans que ce métier existe, en tous les cas à un niveau industriel. Je pense que les deux enjeux, vous les avez très très bien éclairés, avec le premier enjeu, un enjeu d'offre, un enjeu de reconfiguration de la demande. Rodolphe, avec effectivement, vous avez parlé de certains segments qui sont nos segments cœur, hein, les millenniums, etc. Vous le ressentez, ça, dans vos stations, cette demande qui change? Je pense que les grandes tendances du loisir, de manière générale, on a reconfiguré complètement les frontières et on voit qu'elles se reconfigurent d'une manière accélérée. Alors le 18 secondes, hein, c'est pas mal, mais même sans être à 18 secondes, on a fait évoluer, et on sait bien, dans notre métier, on fait évoluer tous les jours nos pratiques et on doit les faire évoluer de toute façon pour qu'elles correspondent justement à ces offres. Après, ça c'est un des premiers enjeux, et je pense que cet enjeu a été bien attribué, à savoir être à l'écoute du monde, on parle de customer centric, hein, d'être réellement. On est passé d'une structure de produit, hein, de défendre notre produit, de mettre en marché un produit, à une structure de répondre à des offres, à des demandes implicites de nos clients. Et ça, je pense que ce virage a été pris chez la plupart des exploitants qui sont là. Mais en tous les cas, c'est une vraie réalité. Le deuxième enjeu, et c'est vraiment l'arrivée de la disruption dans la distribution. Hein, mais on l'a déjà vécu. Jean-Marc Silva, et on en discutait tout à l'heure, parlait de l'arrivée des Théo il y a quelques années dans nos stations. Et je pense qu'il y a eu aussi à l'époque des retours. On était déjà dans forts. un phénomène disruptif. Là, quand les Théo ont émergé, il y a eu une vraie révolution, une vraie cassure. Oui, je le crois, parce que on passait d'une économie aussi de distribution directe via y compris des acteurs majeurs comme Pierre & Vacances, qui avait inventé un métier, hein, à une distribution intermédiaire sur lequel on allait se faire des marges. Pourquoi on leur donnait de l'argent à ces gens-là? Enfin, je veux dire clairement, ça nous a permis d'accéder à des nouveaux marchés, d'accéder justement à cette internationalisation de la montagne française. Et je pense que là, on est un peu dans la même logique avec l'arrivée d'acteurs tels qu'Airbnb. Airbnb apporte en tous les cas une ouverture sur des clientèles pour lesquelles on avait assez peu d'accès. Hein. Cette clientèle dont la génération Y, Z, c'est cette clientèle très, très mobile, très agile, qui va choisir sur pas mal d'opportunités, et pour lequel il faut faciliter vraiment le parcours client. La simplicité du parcours client est la clé vraiment. Alors vous avez dit tous les deux, hein, le mobile first, hein, pour l'un, et puis la simplicité et le fait d'agréger un certain nombre d'informations qui fait que c'est naturel de prendre cette destination ou pas. Donc c'est des beaux enjeux, c'est des sujets sur lesquels je crois on travaille, enfin à la Compagnie des Alpes, c'est clair qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là, mais je crois que dans notre métier, en général, on y travaille. Mais moi, je retiens vraiment ce côté opportunité. Je dirais simplement pour Airbnb, avec un petit enjeu quand même qui est pour nous important, c'est lorsque l'arrivée du C2C, alors il n'y a pas que Airbnb, hein,
Vous avez d'autres acteurs effectivement qui sont arrivés sur ce marché du C2C avec la difficulté que l'on observe maintenant de l'impossibilité quelquefois et d'un vrai problème d'offre qui se crée. C'est-à-dire comme nous avons sur le mois de janvier par exemple des offres qui sont de la demande qui est centrée sur des intermédiaires professionnalisés comme les tours opérateurs, vous retrouvez avec des lits qui ne sont pas accessibles à ce type d'offre. Un TO ne peut pas accéder facilement à un lit C2C. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est une façon de le faire. Par contre, ça a amené beaucoup de choses en termes de dynamique. Et pour moi, le point vraiment principal, c'est la transparence de l'offre. Vous avez parlé des recommandations aussi, de pouvoir recommander et de ce système qui est complètement transparent. Et puis dans un système où seuls les meilleurs font des affaires. Et ça aussi, ça permet de créer aussi les conditions d'une dynamique. Jean-Yves. Oui, moi j'avais une remarque et une question supplémentaire à poser. C'est vrai que dans vos interventions, on a bien noté que la simplification, la place de marché unique était effectivement, pour la simplification du parcours client, en fait, était un incontournable. Alors, je ne sais pas si c'est une imposture, mais aujourd'hui, quand on va réserver un appartement sur Airbnb, on n'a qu'une offre d'hébergement. Alors, vous imaginez compléter vos sites en y adjoignant des offres complémentaires. Le client va pouvoir agréger ses offres et consommer du package. C'est une évolution à venir. Aujourd'hui, on est vraiment dans, enfin, comme je disais un peu plus tôt. C'est pas neutre, hein. On est bien une sûr. partie de l'offre. Hein. C'est pour ça que je pose la Non, bien question. sûr. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment à. Si vous voulez, on n'a que 3 millions de logements dans le monde. Ça paraît beaucoup, mais en fait, il y en a quand même encore beaucoup d'autres à aller chercher pour commencer, vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à la salle, je pense que voilà, 95% des gens n'ont pas encore mis leur logement sur Airbnb. Et bien sûr, il faut commencer à penser à l'avenir, mais il faut aussi pas perdre le focus. C'est vrai que nous, on est très identifié place de marché pour l'hébergement. Il faut répondre à notre mission première qui est, si vous voulez partir sur Airbnb, vous avez un endroit où dormir partout. Aujourd'hui, je suis un peu triste à dire, mais ce n'est pas encore parfaitement vrai. Dans les Alpes, on aimerait être plus présent et continuer à travailler. Est-ce qu'on réfléchit à d'autres, à demain, bien sûr. À quoi ça va ressembler, c'est aujourd'hui très difficile à dire. Les pistes, en fait, ce qui nous guide, c'est un voyage. Et on peut penser que c'est un peu du marketing, et ça l'est sûrement d'une certaine façon. Mais il y a quand même un fond de vrai. C'est un voyage qui est plus authentique et qui est plus, on va dire, proche des habitants ou de la communauté locale d'une façon générale. C'est un peu ça qui nous drive. C'est ça qui est dans notre ADN quand vous allez dormir chez quelqu'un, qu'il soit là ou pas là, d'une façon générale, vous allez quand même pénétrer une certaine forme d'intimité. Vous avez des façons de communiquer qui sont au travers des messages. Moi, voilà, je crois qu'il s'appelle Nicolas, la personne qui va dormir chez moi ce soir. Je vais donner les 2-3 adresses à côté de chez moi. Voilà. Et je pense que ce côté un peu local, et bon plan, et hospitalité et voyage authentique, c'est un axe. Donc on réfléchit beaucoup là-dessus sur quand on va à Barcelone, quand on va à Berlin, quand on va à Paris, comment est-ce qu'on rend sur le logement et peut-être même un peu en dehors un voyage authentique. Est-ce que plus tard on offrira des services, on va dire, plus standardisés? Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On pense, si ça amène de l'authenticité au voyage et du souvenir, la réponse sera oui. En fait, un voyage pour nous, et je terminerai là-dessus, un voyage réussi, on s'entoure pas mal de théoriciens du voyage, un voyage réussi, c'est un voyage qui dure dans le temps et dont on pense, auquel on pense et dont on parle quand on revient. Et souvent, ça passe par rencontrer quelqu'un, faire une rencontre en local, quelqu'un qui connaît, qui nous a amené à tel ou tel endroit, et qui fait que ce voyage va durer. Et donc on va essayer de s'orienter plus vers ça. Est-ce que ça passera par la vente de forfait plus tard? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Rodolphe, est-ce que peut-être le danger, ça serait... Parce que si ce n'est pas Airbnb qui le fait, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont déjà en train de se poser la question. Est-ce que quand on voit tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer dans tous les domaines, est-ce que le danger ne serait pas de se dire, après tout, nous ne sommes pas ubérisables? Ouais, encore une fois, moi je pense que ce qu'on est en train de se dire, c'est il faut avoir une vision.
C'est-à-dire que l'important, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est comment on va y aller et quels sont aujourd'hui les projets que individuellement ou collectivement vous montez pour donner ces talents, ce rythme-là qui est nécessaire aujourd'hui dans les professions liées au tourisme. Je crois que les consommateurs, ils ne sont pas complètement stupides. Ils accepteront complètement que, en effet, les systèmes ne soient pas intégrés, que ça n'aille pas aussi vite que ce qu'ils attendent, etc. Par contre, ce qu'ils n'acceptent pas et ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand ils voient qu'il y a des ruptures, quand ils voient en effet qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement dans leur sens. Je pense que c'est ça le sens du message. Que demain, vous n'ayez pas rempli toutes les cases des défis, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, en effet, que le client se sente en effet responsabilisé, qu'il soit accompagné, qu'il sente que la station dans laquelle il va, elle va dans cette logique-là, ça, ça me paraît un point fondateur. Après, la question, il faut beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on se raconte, parce que s'il y avait autour de la table quelqu'un qui avait le Graal et qui savait exactement ce qu'il fallait faire, ça se saurait. Ce qui est sûr et certain, c'est que, et l'exemple de Wico en est un exemple, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une dizaine ou une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, il y avait peu de groupes qui pouvaient sortir de terre comme ça et aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible aujourd'hui d'avoir un acteur comme Airbnb qui devient incontournable et qui, dans sa chaîne de valeur, va intégrer l'appartement, le taxi, l'alimentation. Et quand on regardait la stratégie d'Airbnb, moi que j'ai lu sur soit des prises de participation aux États-Unis notamment, c'était beaucoup dans des sociétés qui venaient finalement compléter la chaîne de valeur. Oui, il y a des créations voilà. qui sont faites par la demande, par l'usage Airbnb. On en parlait tout à l'heure aussi. Par exemple, les concierges. Il y a des sociétés de conciergerie qui sont nées pratiquement à la demande des utilisateurs Airbnb. Et ce n'est pas Airbnb qui le fait. Et pourtant, on est dans la chaîne de valeur. Le groupe Accor vient de racheter une entreprise de conciergerie. Le groupe Accor. Donc, je pense que la Compagnie des Alpes, à mon avis, devrait racheter une entreprise de conciergerie. Sans aucun doute, Pierre et Vacances aussi. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans ce modèle où vous voulez mettre le client au centre, à un moment donné, ça devient des services qui vont devenir incontournables. Et après, l'enjeu, ça va être de rendre accessibles ces services. Et donc, tous les enjeux, en effet, de rationalisation des coûts, restructuration à l'intérieur de l'entreprise, augmentation des niveaux de marge, tout en ayant, en effet, des chiffres d'affaires qui ne sont pas forcément amenés à grossir, vont devenir des enjeux capitaux. Florent ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il pour vraiment percevoir, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se, on sait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais c'est très dur de savoir ce qui va se passer demain et quels vont être les nouveaux usages. Mais je pense que c'est important pour nous, pour vous, enfin un peu tous, c'est vraiment de se tenir informés sur quels sont les nouveaux usages. Et là, on a parlé du collaboratif et tout ça, mais demain, il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, moi, je lis beaucoup de sites comme TechCrunch, The Verge, enfin, c'est des sites, si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à les lire parce que quand on lit plusieurs articles autour de sujets qui se ressemblent, on commence à déceler un peu des grandes tendances. Oui, les signaux faibles sont en train de devenir un peu plus forts. Alors, on a vu les réseaux sociaux, aujourd'hui Instagram, enfin le voyage, en fait, c'est quelque chose qui est très partageable, hein, et donc on voit des Snapchat avec des nouveaux outils comme les lunettes Spectacles qui partagent un peu les expériences. Ça, c'est un peu des choses qu'il faut comprendre et peut-être que c'est, on parlait de vendre de proposer des smartphones, peut-être que demain c'est acheter des Spectacles, je crois que c'est autour de $120, vous proposez ça aux meilleurs clients, ils se prennent en train de filmer sur vos pistes, ils partagent ça avec tous les amis via Snapchat et Instagram, là vous avez touché les millénials, vous avez dépensé 120 €, mais ils vont dire ah bah oui, je suis à Paradis Ski et je touche, il y a des gens qui ont 5000 followers, bien plus parmi les millennials. Donc je pense que voir ce genre de choses, à la fois sur des lunettes comme les Spectacles, qui sont des lunettes de Snapchat, mais sur d'autres usages comme la réalité augmentée ou ce qu'on appelle la virtual reality, VR en anglais. En fait, la virtual reality, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement recréer le réel à travers de lunettes.
Est-ce que demain, on skiera la journée et le soir, on mettra son casque de virtual reality et on revivra les meilleurs moments de sa journée de ski? Et je pense que ça, c'est des mouvements qui sont assez profonds, qui sont en train de se dessiner. Et je pense que ceux à qui appartient le demain, ce sont ceux qui vont réussir à percevoir comment mieux intégrer ça dans leur offre le plus tôt possible, au meilleur coût, et qui ait le plus de sens pour cette nouvelle génération dont je fais partie. J'avais promis qu'on prendrait 20 minutes pour le débat. On va continuer à discuter parce que le principe du débat, c'est que vous allez tous les quatre pouvoir reprendre la parole. Mais dans cette parole, nous allons maintenant vous intégrer également. Est-ce que quelqu'un peut venir prendre des micros pour qu'on puisse bien entendre les questions? Est-ce qu'on peut avoir 2 personnes de DSF, s'il vous plaît, pour les micros? Et en fait, la question que je vous pose, il n'y a personne pour les micros. Bon. Une fois, 2 fois. La question que je vous pose, en fait, non, il n'y a vraiment personne qui est prévu pour les micros. Bon, moi, comme je suis dans le service, je veux bien emmener les micros, il n'y a pas de souci. Oh, voilà carrément les gens les présidents de commission qui s'y mettent. Merci Annick, c'est très gentil. La question, elle est simple. Est-ce que vous avez une question, une réflexion, une réaction ou un témoignage? Là, je suis en train de vous laisser le temps de lever la main pour que je vous repère. Ne serait-ce que vous, ce que vous vivez nous intéresse. Serge, deuxième micro. Ce que vous vivez nous intéresse. Un témoignage ou une question. Je crois que là, on a la chance. Oui, alors c'est tout au fond. Tout au fond. Laissez la main levée parce que Serge, vous n'avez peut-être pas vu. Voilà. Merci Serge aussi, parce qu'il est quand même en ce moment en train de s'occuper de toute la régie, toute la technique. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Christian Mars, fondateur de eLiberty Service. Je comprends l'anxiété de Jean-Yves Rémy. À sa place, je serais aussi anxieux d'ailleurs. D'abord pour 2 choses. D'abord, il se trouve qu'une de mes sociétés, notamment, est un prestataire pour Amadeus. Et vous savez qu'aujourd'hui, Amadeus ne gagne plus son argent en vendant des sièges d'avion, mais en vendant son argent sur les commissions, sur toutes les prestations tierces. Donc il est clair que Airbnb, Booking, un jour vendront du forfait de ski. Enfin, à mon avis, ça semble évident. Deuxième chose, oui, le ski est ubérisable. À mon avis, c'est en cours. Et ça va même, je dirais, s'accélérer effectivement avec des acteurs incontournables comme Airbnb. Maintenant, la vraie question qui n'a pas été abordée, oui, elle a été abordée en disant c'est du gagnant-gagnant. Mais dans tout système économique, non, les jeux sont à somme nulle, mais il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc la vraie question, c'est en fait qui va payer cette réintermédiation finalement de la vente de forfaits de ski. La clé est certainement au niveau de la maîtrise de la data client, puisque le fonds de commerce c'est le client. Donc la course qui s'engage, et est-ce que les opérateurs de domaines skiables iront plus vite que les vendeurs de logements pour maîtriser la data de leurs clients? Écoutez, je ne sais pas, on va avoir la réponse dans les prochains mois et les prochaines années, mais en tout cas, à mon avis, c'est de la capacité des opérateurs de domaines skiables à maîtriser leurs clients que dépendra leur avenir. Soit ils seront sous-traitants des distributeurs, soit c'est eux qui, qui utiliseront, les plateformes pour alimenter effectivement leur offre, mais c'est eux qui maîtriseront l'offre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Est-ce que la somme est vraiment toujours nulle? Est-ce que le win-win n'est pas envisageable? Rodolphe, Florent? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour répondre à la problématique de qui gagne cette bagarre, si on est dans un camp, votre enjeu, c'est de devenir une marque ou de faire de vos domaines des marques sexy, des marques en effet où qu'on a envie d'aller acheter directement. Et en effet, de garder une autonomie vis-à-vis des distributeurs qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux que vous, en effet, qui viennent grappiller de la marge. Et là, moi en tout cas, je pense que vous avez complètement raison, il n'y a pas que du win-win. Alors il y aurait du win-win si d'un coup, des moments où les stations de ski ne sont pas forcément pleines, c'est-à-dire où les taux d'occupation sont très faibles, alors soit sur certaines semaines,
dans certaines configurations, soit pendant l'été par exemple, ou bien pendant des moments où aujourd'hui vous êtes fermé, où les stations de ski sont fermées. On pourrait imaginer en effet que d'un coup, l'offre Airbnb permette en effet aux stations de ski d'ouvrir toute l'année. Alors ça poserait sans aucun doute d'autres problèmes RH et de gestion des ressources, mais si Airbnb un jour est incontournable, eh bien ça signifiera que l'usage même de la location en C2C viendra imposer un style de vacances et que ce style de vacances permettra à des stations d'être remplies avec un taux de remplissage équilibré tout au long de l'année. Et à ce moment-là, en effet, c'est dans un rapport win-win. Sinon, vous avez raison, il y aura des gens qui seront plus gagnants et d'autres gens qui sont plus perdants. Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est un système où il peut y avoir beaucoup de win-win, mais il y a un peu de lose quand même dans le win-win. C'est ce que je veux dire. Je fais un peu du Raffarin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le win-win, enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé. Aujourd'hui, à Paris, notamment, il y a beaucoup de gens qui viennent sur Airbnb qui ne seraient pas venus ou pas aussi longtemps si Airbnb n'existait pas. Moi, ma chambre en août, mon appartement, je l'ai mis à 50 €. Trouver un endroit où dormir à Paris pour 50 €, ça n'existait pas, je pense, enfin ça existe hein, dans des auberges de jeunesse, mais c'était très difficile, si vous voulez. Donc ça, je pense que ça apporte une vraie demande nouvelle et dont on arrive à mesurer la taille dans les villes notamment. Il y a aussi des nouvelles origines. J'ai parlé de la qualité de la plateforme internationale. Nous, on a plus d'un tiers aujourd'hui de nos réservations dans les Alpes qui viennent de pays hors France. On voit des nationalités comme les Chinois, les Indiens, de plus en plus, qui ont des taux de croissance parmi les plus forts. Et ça, je pense que ça fait vraiment grossir le gâteau au niveau de la demande. Après, est-ce qu'il va y avoir des perdants? Bon, moi, je pense. Je pense que les perdants, c'est ceux qui ne vont pas prendre ce virage dont on parle et dont un peu c'est l'essence de cette table ronde. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous, on est à la base une plateforme de particuliers, mais on est une plateforme avant tout basée sur l'hospitalité. Donc on a des professionnels qui se mettent sur Airbnb de plus en plus, des agences immobilières qui nous utilisent et on est ouvert à ça. Si vous voulez, à partir du moment où ils respectent un petit peu l'esprit d'Airbnb, qui est l'esprit de proposer un accueil de qualité. Les agences immobilières sont des acteurs incontournables des stations, parce que beaucoup des propriétaires n'habitent pas en station, évidemment. Et la plupart des agences immobilières jouent le jeu, comprennent le produit, mettent leurs offres et reçoivent beaucoup de voyageurs, et cette année 3 fois plus que l'année dernière. Par contre, moi je rencontre des agences immobilières qui me disent non, je ne veux pas me mettre sur Airbnb parce que les commentaires, moi je ne suis pas ouvert à ça. Je ne veux pas que les gens puissent laisser des commentaires sur mes logements, parce que voilà, je pense que c'est pas normal, ils n'ont pas laissé de commentaires. Je pense, mais je ne veux pas trop m'avancer, que ces personnes-là seront potentiellement les losers du win-win. Oui, en fait, les perdants ne sont pas dans cette salle puisqu'ils ne sont pas informés. Donc, on peut dire ici, il n'y a que des gagnants. Hein. Non, je pense que c'est pas cette problème d'intermédiation, elle est pas, enfin, je veux dire, elle est pas récente. C'est vrai qu'on a de nouveaux outils d'intermédiation, mais l'intermédiation a toujours existé. Le vrai sujet, c'est ce que demain, une part plus significative de notre clientèle consommeront nos produits au travers de ces outils d'intermédiation. Si c'est non, en fait, il y a peu de sujets. On continuera effectivement à rémunérer les intermédiaires à la hauteur de ce qu'on le fait aujourd'hui. Et effectivement, que ce soit à Pierre ou à Paul ou à Jacques, le volume restera à l'identique, mais ça sera plutôt chez les intermédiaires que les enjeux se feront. Le vrai sujet, c'est si demain, effectivement, une partie significative de notre clientèle vient à devoir passer par l'intermédiation. C'est pour ça que je posais tout à l'heure la question en disant est-ce que ça va faire venir des clients supplémentaires ou est-ce que des clients qui avaient l'habitude de consommer des produits en direct vont cette fois les utiliser au travers de l'intermédiation. Et c'est clair que si on multiplie effectivement, si on augmente le volume de clients intermédiaires, soit on est au départ de l'intermédiation, on est nous-mêmes opérateurs capables de faire ce travail d'intermédiation dans le B2B, ou soit effectivement on devra passer par d'autres personnes et ça sera une affaire de survie, parce que cette clientèle, si on n'a pas l'interlocuteur, l'intermédiaire, on ne les aura pas. On les aura pas. Monsieur.
Oui, on est ici à un congrès des remontées mécaniques, mais comme je vois que derrière vous, il y a un petit skieur de fond, à gauche, je voulais vous poser une question en tant que président de Nordic France, bon, qui est une structure qui rassemble les 200 domaines nordiques qu'on trouve en France. Les gens du Nordique ont inventé un truc formidable il y a plus de 30 ans, à une époque où Florent ne devait pas être bien vieux, il n'était peut-être même pas né, qui était juste génial, c'est-à-dire j'achète ma carte n'importe où et je skie où je veux. Ce qui est extraordinaire, et c'est le petit monde du ski de fond qui a inventé ça. Et en même temps, on a l'impression aujourd'hui que ça ne correspond plus aux attentes et que nos clients sont plus sur des consommations à la journée, à la demi-journée, voire à l'heure ou à la minute. Voilà. Donc j'aurais bien aimé avoir l'avis de Florent sur ce système que moi je trouve génial parce que j'ai mon âge, l'âge d'être ton père. Mais comment toi, tu perçois cette chose-là? Est-ce qu'on est encore dans le coup ou complètement has-been ou... Alors, pour le coup, je vais vraiment témoigner pour moi, en tant que représentant de la génération millennials, on va dire. Moi, j'adorerais honnêtement avoir un forfait unique pour toute la France. Enfin, moi, ça me simplifierait la tâche. Si je pouvais avoir ça et ne pas avoir à aller faire la queue souvent encore le samedi pour acheter mon forfait, ça serait pas mal. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais, quoi. Alors après, il faut voir la faisabilité. Et à mon avis, c'est quelque chose qui met. On peut acheter le forfait sur le portable. Hein. Oui. Non, mais après, devoir en acheter un nouveau, moi, à chaque fois, il y a cette affaire d'avoir la carte encore et je les perds à chaque fois parce que bon, les millennials sont peut-être un peu moins organisés que les gens d'avant, quoi, que j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je perds souvent mes forfaits. C'est les 2 €, j'oublie d'aller les chercher à chaque fois. Bref, ça se démagnétise parce que j'en ai plein. Enfin bref, c'est compliqué. Donc ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, moi, ce qui m'énerve pas mal aussi dans les stations, c'est quand la journée est à 31 et la demi-journée est à 29 ou 41 et 39. Alors que, je sais pas, les jeunes, parfois, ils aiment faire la fête et ils se réveillent à 11h et ils sont sur les pistes à 12h30. Et on a l'impression qu'on se fout de nous. Alors, il y a sûrement plein de raisons pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai, je vous donne, vraiment, je ne fais pas de filtre là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la demi-journée n'est pas à la moitié du prix de la journée. Un truc qui me dépasse un peu. Voilà. Le micro, ouais. Ben oui, mais si, non, mais on prend même les boutades. Je dis, chez Airbnb, quand on arrive plus tard, c'est moins cher? Ça se négocie, ça peut se négocier. Oui. Oui, Claude Dommage, je suis président de la FAGIT, qui est une fédération hôtelière. Et je représente particulièrement l'hôtellerie de séjour implantée dans les stations touristiques. Alors, Airbnb, ce ne sont pas nos amis. Et pourtant, étant installé dans une station de sport d'hiver, où il n'y a plus que globalement 10% de lits d'hôtel dans la station de sport d'hiver, et 90% ce sont des lits soit en copropriété, soit en résidence de tourisme, tout organisme qui permet à ces lits froids de devenir chauds est le bienvenu. Même si ce ne sont pas forcément des réseaux concurrents à l'hôtellerie. Alors, au niveau des villes, Paris et surtout les autres villes, à ce moment-là, le problème est beaucoup plus grave. Parce que, quoi que disait monsieur, tout de même, Airbnb, comme les autres OTA, redistribue à travers eux la clientèle existante. Bien. Le problème, si vous voulez, nous n'allons pas, nous en tant qu'hôteliers, nous opposer à Airbnb. C'est une évolution contre laquelle nous ne pouvons rien. Donc, ou bien nous y adaptons, mais se battre contre elle serait ridicule. Par contre, ce que nous demandons à partir du moment où ces gens-là sont des commerçants, aussi bien le particulier qui loue son appartement que l'organisme à travers lequel cet appartement se loue, ce sont des gens qui font du commerce, et à partir de là, nous demandons simplement qu'ils soient fiscalisés. C'est-à-dire que tous ces gens-là payent des impôts, comme nous tous ici, payent des impôts et participent à la vie locale et à la vie nationale. Et pour ce qui est de l'organisme Airbnb, mais surtout les autres OTA comme Booking, etc., bien sûr que nous voulons aussi qu'ils payent des impôts et nous préférerions qu'ils les payent en France. Merci de cette intervention et de ces très beaux points de vue que vous avez pu exprimer. C'est vrai que c'est une vraie question de mettre tout le monde à égalité. J'imagine que vous avez une réflexion là-dessus à Airbnb. Parce que
C'est pas Absolument. la première fois qu'on vous pose la question. Non, pas du tout. Et je ne peux que être d'accord avec monsieur. Je pense que tous les impôts qui doivent être payés, qui sont dus, doivent être payés. Aujourd'hui, ce que fait Airbnb, c'est de proposer un récapitulatif annuel des revenus gagnés sur Airbnb. Ce qu'il faut voir avec Airbnb, c'est qu'on est une plateforme, comme je l'ai dit, où le paiement passe par nous. Ça, c'est une grande chance pour les commentaires, mais c'est aussi une grande chance pour la transparence des revenus. C'est-à-dire que nous, on sait à tout moment qui a gagné quoi. D'accord ? Et sur votre compte en banque, si vous avez gagné 6 000 euros, comme moi l'année dernière, j'ai gagné 6 000 euros en louant mon appartement sur Airbnb, c'est écrit. J'ai, mettons, 12 versements de 400 euros, parce que j'ai loué mon logement 12 fois et j'ai gagné 400 euros, par exemple. Donc nous, en fait, ce qu'on donne, c'est ce récapitulatif fiscal. Il y a écrit sur notre site comment le déclarer, c'est assez simple. En fait, il y a le régime du microbic. Et donc nous, on encourage et on fait plusieurs rappels par an pour rappeler ça. Moi, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple très simple, j'ai gagné 6 000 euros l'année dernière. Moi, je suis imposé, donc il y a 50% d'abattement sur ce régime-là. Je suis imposé donc sur 3 000 euros et je paye à ma tranche marginale d'imposition qui est 30%. Du coup, j'ai payé grosso modo 1 200 euros, à peu près un peu plus de 15% d'imposition l'année dernière sur mes revenus. Bon, est-ce que tout le monde le fait? Je sais pas. Est-ce qu'on fait le maximum pour que les gens le fassent aujourd'hui? Oui. Oui, c'est difficile d'imaginer que vous alliez plus loin, parce qu'après, il faudrait devenir le fisc soi-même. Voilà. Le fisc peut faire des contrôles et en fait, et les gens qui veulent jouer avec le fisc, que ça pour des revenus Airbnb ou des revenus locatifs long terme ou d'autres revenus, en général, quand il y a les paiements qui sont faits via la plateforme, qui sont des paiements traçables avec écrit Airbnb, ils ont du mal à dire « Ah, je ne savais pas ». Par contre, avant, quand on avait un chèque ou qu'on avait des choses les mains dans la main, c'est un peu plus dur à tracer. Donc on peut dire qu'Airbnb est quand même un progrès par rapport à la location comme on avait avant, où on était de gré à gré, où c'était un peu plus compliqué. Là, on peut le prendre comme ça. Il y a plus de traçabilité en tout cas. Il y a plus de traçabilité. Et on ne peut pas dire je ne savais pas. Ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Est-ce que... Bon, il nous reste une dernière question, une dernière intervention. C'est vrai que 20 minutes, ça passe très vite, surtout sur un sujet comme ça. Oui, merci. Jean-Pierre Rougeau, maire de Valloire. Je voudrais revenir sur l'intervention du président de la FAGIT. Ce n'est pas de votre faute, les problèmes fiscaux. Ce n'est pas de votre faute, mais par exemple, un hôtelier, il va payer la TVA, il a les charges sociales qui sont beaucoup plus élevées que tout ce que vous allez pouvoir payer en impôts supplémentaires. Et c'est vrai que ça pose un problème. Alors, ce n'est pas de votre faute, mais le problème, il est là. Et là, c'est peut-être aussi à nos hommes politiques, les pauvres, encore une charge pour eux, mais de trouver une solution et de s'adapter. Oui, merci de ce point de vue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun président de la République qui a un ordinateur sur son bureau. Donc ça m'a toujours marqué quand on a les photos. Donc je veux dire, c'est un peu compliqué, à mon avis, pour eux de comprendre ce qui est en train de se passer. Je crois que quand ça les arrange... Ouais. Et quel que soit le président, hein, malheureusement. Donc, il y en a même qui avait un mulot, lui. Alors, non, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours marqué. Mais c'est sûr et certain que les hommes politiques aujourd'hui, ils sont comme la plupart des grandes entreprises, ils sont dépassés par ce qui est en train de se passer, parce que c'est un mouvement de fond. Et évidemment, on ne peut que comprendre les métiers... le monsieur qui doit avoir son hôtel ou qui a dû avoir un ou plusieurs hôtels. Et en effet, les contraintes qui pèsent à la création d'entreprises et à la gestion d'une entreprise du tourisme, parler des charges, mais évidemment les contraintes des 35 heures. Moi, je me rappelle chez Pierre et Vacances, on avait 10 000 collaborateurs, c'était complètement fou, quoi. C'était devenu ingérable. Je pense que ce n'est pas Airbnb qui va régler le problème, ça c'est sûr et certain, ni Uber, peut-être les clients. C'est les clients qui auront la main et qui auront la solution, en effet, en étant soit plus responsables, ou bien en donnant l'exemple, parce que c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, mais c'est jamais les hommes politiques qui donnent l'exemple sur ce sujet-là, parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, je pense qu'ils ont des enjeux à ce niveau-là. Donc c'est compliqué pour eux. Voilà. Voilà, effectivement, bien sûr, on n'a pas apporté la réponse, comme vous l'avez tous bien rappelé. Il est en train de se passer quelque chose. Je pense que par contre, aujourd'hui, on a pu, à notre niveau, si on n'a pas amené de réponse, on vous a amené des questions.
Et vous allez pouvoir repartir avec ces nouvelles questions, et c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que, petit à petit, on s'adapte à tout ce qui est en train de changer, comme vous l'avez toujours fait depuis de nombreuses années que, effectivement, nos stations existent et nos domaines skiables. En tout cas, je crois qu'on peut faire un triomphe à nos invités et les remercier d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous intervenir. Merci beaucoup. Merci également à Laurent et Jean-Yves.